Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Notre invité aujourd'hui, c'est Gérard Jugnot, qui a accepté de venir raconter son parcours. T'as eu peur de mourir à un moment donné, t'as fait 80 bornes. C'est pas racontable, non. Je me suis fait percuter et je me suis tassé 2 vertèbres, donc le mec m'a fait un truc très bizarre qui m'a fait gonfler les testicules. Et c'était totalement inexplicable. Donc j'étais très inquiet. Au bout d'un moment, j'étais très inquiet, donc j'étais de faire une échographie en urgence pour faire une échographie de mes parties génitales. Et tout va bien maintenant, mais... Ça revient vite à la normale. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Notre invité aujourd'hui, c'est Gérard Jugnot, qui a accepté de venir raconter son parcours, le principe de Légende. On vous met 3 interviews chaque semaine, mercredi, vendredi et dimanche. Et Gérard Jugnot sort un film qui s'appelle Mauvaise Pioche, où il reprend l'histoire vraie, en tout cas c'est inspiré de l'histoire vraie qui a eu lieu en 2019, où un homme s'est fait arrêter à l'aéroport et il a été pris, donc c'était en Angleterre, il a été pris pour Xavier Dupont de Ligonnès, alors qu'il lui ressemblait pas du tout. Il y a eu 1500 signalements et lui a été arrêté alors qu'il n'y avait pas vraiment de ressemblance. Et tous les médias ont repris l'information comme quoi il avait été arrêté alors que pas du tout. Il raconte le bouleversement de sa vie, etc. Donc ils ont fait une comédie, ils ont tiré toute cette histoire. Vous allez voir avec plein de choses. Et il y a plein d'acteurs dans le film, notamment Philippe Lachaud qui est là aussi. Il va nous raconter son parcours, tout ce qu'il a pu vivre au fur et à mesure des années et des expériences qu'il a pu avoir. En tout cas, merci d'être là de plus en plus nombreux sur Légende. Juste abonnez-vous, les amis, à notre chaîne YouTube juste avant de commencer. Vous prenez 30 secondes pour vous abonner si vous voulez bien. Et vous pouvez nous écouter sur les podcasts audio, sur les plateformes, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. Et juste avant de commencer l'interview de Gérard Jugnot, je voulais remercier notre sponsor sur cette vidéo. Et cet épisode est sponsorisé par YouGolf Blue Green. YouGolf Blue Green, c'est une marque qui casse les codes du golf traditionnel et qui rend vraiment ce sport accessible à tout le monde, même si vous n'en avez jamais fait. Alors pour ça, ils vont proposer des initiations au golf gratuites partout en France. Vous pouvez tester plus de 100 parcours, que ce soit en région parisienne, lyonnaise, bordelaise, toulousaine ou en Bretagne par exemple. Aucun niveau minimum n'est requis, il suffit juste d'avoir envie d'essayer en fait et de passer un bon moment en famille, entre amis ou en couple. Et si ça vous plaît, vous pouvez ensuite continuer avec des cours et des abonnements à des prix vraiment accessibles. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez essayer gratuitement et choisir un parcours près de chez vous directement sur le site initiationgolf.com. Initiationgolf.com. On vous met toutes les infos en description de la vidéo. Voilà, merci à eux de sponsoriser cette émission. Et c'est parti maintenant avec Gérard Jugnot sur Légende. Bonjour, c'est Gérard Jugnot, je suis chez Légende. Je ne sais pas ce qu'il y a à m'attendre. Un petit détail, ça c'est un clap de fin. C'est vrai ? Normalement, le clap de début, c'est ça. Eh ben, bienvenue Gérard. Content, on se tutoie ou on se vous voit ? Comme tu veux. On se tutoyait avant, on va se tutoyer. Ouais. Tu sors un film qui s'appelle Mauvaise Pioche. Oui. Qui est, alors, je sais pas comment on dit inspiré, librement inspiré. Librement inspiré d'une histoire vraie, enfin d'un fait divers qui a beaucoup marqué les gens en France. Ce pauvre monsieur qu'on a pris pour Dupont de Ligonnès, alors qu'il lui ressemblait absolument pas. Il mesurait beaucoup moins. Enfin, sa tête, c'était il y a rien qui allait. Donc, ça m'a intéressé parce que moi j'aime bien traiter des personnages comme ça ordinaires, confrontés avec quelque chose qui les dépasse. Et donc là, il y avait un vrai personnage que je pouvais interpréter et puis après le transformer en une comédie. C'est pas une mince affaire. Et ensuite, essayer d'inventer, d'imaginer comment ça a pu se passer, cette bavure policière. Et après, plus l'emballement médiatique qui a été fameux quand même. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'était traiter l'après, quoi. On prend des gens, en ce moment, on les met en première, en une, on les met à la télé. On les pourrit médiatiquement. Voilà. Et puis, c'est ce qui se passe dans le film. Absolument, il est totalement pourri. Et puis bon, l'erreur est humaine, mais enfin, l'excuse aussi, elle devrait être... et là, il n'y en avait pas. Donc, ça m'intéressait de raconter ça d'une manière de comédie, et puis surtout, peut-être de lui rendre un peu justice, et qu'il y a une petite revanche que je dévoilerai pas, mais qui est dans le film. Donc, ça, c'était intéressant. Parce que, en fait, la comédie ne repose que sur le drame. Donc, la comédie, c'est pas un fond, c'est une forme. C'est une manière d'aborder les sujets, et peut-être un peu... Moi, je dis toujours, c'est une antidote au malheur, quoi. C'est une histoire qui s'est passée en 2019. Ouais. C'est ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Non. Ça a pourri sa vie au quotidien, en tout cas dans le film. Ton personnage est chauffeur de bus, il va avoir des galères professionnellement, il va vraiment se retrouver... Quand il rentre chez lui, même ses amis ont un doute, quoi. C'est le truc de calomnier, il en restera toujours quelque chose, il y a toujours un doute. Et c'est vrai que ça rebondit sur notre société où
où rien n'est vérifiable maintenant avec l'IA, c'est assez grave, quoi. Et puis surtout cette surabondance de médias, cette course au scoop, où on fait pas très attention, quoi. On vérifie pas trop l'information. On vérifie pas, comme dit Rim Kirsi, qui fait la journaliste d'une chaîne d'info. Oui, de la chaîne info en continu. Elle a pas des dents, c'est des crochets. Et elle dit on n'est pas là pour, on est là pour informer, pas pour s'excuser. Qu'est-ce que tu as gardé de la vraie histoire ? Pour ceux qui vont aller le voir, si vous voulez aller voir le film, on peut le voir en famille. Ouais. C'est important de le signaler, parce que on se pose la question, on peut y aller avec des enfants, avec des plus... Ouais, moi j'ai fait des avant-premières où le public est très mélangé, d'ailleurs je suis assez heureux de ça. C'est pas une histoire glauque par rapport à Xavier Dupont de Ligonnès. Hein. Ah non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Ligonnès, il s'appelle Durand Soliles, donc déjà il y a c'est une vraie comédie, mais comme je fais mes comédies, c'est une époque formidable, Monsieur Batignolles, et à la fois un peu de gravité. Moi je me suis aperçu, comme dans la comédie italienne que je vénère, que le rire allège le drame, et le drame donne un peu de poids au rire. Donc j'aime bien un peu mélanger, puis j'aime bien un peu égarer les personnages. Non, c'est une vraie histoire d'un petit personnage qui est dépassé par ce qui va lui arriver, quoi. Il a perdu son boulot, lui aussi ? Je crois qu'il était à la retraite déjà. Il était à la retraite. Enfin, moi aussi, je suis dans le film, je suis à la retraite, mais non, mais on a inventé tout ça. On sait juste ce qui reste du truc, c'est comment un type qui ressemble absolument pas va se retrouver pris pour lui. À la une dans tous les journaux. Et d'ailleurs, moi j'ai rencontré un directeur de Ouest France qui disait, nous on était emmerdés parce que jusqu'au dernier moment on a dit, est-ce qu'on met arrêté point d'interrogation ou arrêté point? Et puis, ils ont vu les flics qui sablaient le champagne. Ils se sont dit, donc, le Parisien avait déjà titré, donc tout le monde a suivi. C'est ce que j'essaye d'un peu expliquer dans le film, c'est que d'un seul coup, il suffit que les mecs se disent, attention, on le dit pas, les autres le disent, on va se prendre des cons. Et même, certains policiers de Paris m'ont dit, on savait que c'était pas lui, mais il fallait qu'on l'arrête, parce que sinon, au cas où, parce qu'il y a toujours le au cas où, quoi. Et comme dans mon film, il y a un de ses copains d'enfance qui dit, oui, mais tu sais, on sait jamais. On sait jamais. C'est vrai qu'on sait jamais, d'ailleurs, en plus. T'as déjà eu des fake news sur toi, où t'as ouvert un journal et puis il te disait, tiens, t'étais en relation avec machin, Non, je suis mort 2-3 fois déjà. C'est mon fils qui m'a appelé pour savoir si j'étais mort. Non, c'est vrai? Ouais, non, c'est quand même pas... Il y a un site comme ça qui s'amuse beaucoup à faire ça. Il fait des actes de décès, des trucs? Ouais, donc c'est... Bon, c'est un très bon goût. Ça a changé ton quotidien en tant que personnalité reconnue enfin quasiment tous les Français. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas le même métier qu'avant? Oh si, c'est le même métier, mais c'est toujours pareil. C'est que comme les autographes, les gens disent c'est génial. Non, c'est pas ce qui est le plus marrant. Moi, ce qui m'amuse, c'est de faire mon métier. C'est pas de. Le seul avantage avec le téléphone et les photos, c'est que c'est rapide. C'est rapide, sauf que si tu tombes sur des types un peu qui ont un peu de mal et qui font 3 photos un peu, qui photographient l'enfer ou qui, enfin bon, mais c'est rapide. Alors que l'autographe, en général, le stylo fuit, le papier est mou, et le prénom est un prénom à la con qui s'orthographie de manière très compliquée. Donc finalement, le selfie, c'est pas si de temps en temps, mais je leur dis non, pas. On oublie la photo, faites une photo. On t'a demandé des choses un peu reloues. Je crois qu'à l'époque, il y a eu une mode, je sais pas si tu te rappelles, il y a peut-être 20 ans maintenant, la mode des répondeurs. Vous voulez que tu fasses le répondeur. T'as pas eu ce truc-là? Non, j'ai pas eu ça, non. Mais je sais qu'ils faisaient ça. Il y avait une société qui vendait, tu pouvais avoir avec des imitateurs, genre tu peux avoir le répondeur à l'époque, Michel Galabru, de Funès ou Sarkozy, enfin bon. Et vous payez par SMS, on envoyait un SMS, un numéro surtaxé, puis vous avez le répondeur après. Ouais. Mais, ça, t'as pas fait ce genre de truc-là? Non. Je sais que Michel Blanc avait sur son répondeur, et bonjour, vous êtes bien chez Michel Blanc et Ornella Mouti. Ornella n'est pas là en ce moment, suite à un petit... Enfin bon, c'était assez drôle, mais il l'avait fait lui-même, c'était assez drôle. T'as eu Philippe Lachaud dans ton film, ouais. Qui fait assez peu de choses, on l'embrasse fort d'ailleurs, qui fait assez peu de choses, à part les films avec donc, sa bande, la bande à Fifi. Oui, j'étais content qu'il arrive de le sortir de sa zone de confort. Il fait rarement des choses à côté. Hein. Et il est formidable d'ailleurs, il a répondu tout de suite, parce que bon, on a des liens un peu de... C'est un peu mon filleul, et moi je suis le parrain de leur groupe. J'aurais donné un petit coup de main sur Babysitting. Et là, il a accepté, j'étais génial. Et Rim aussi est venu, Rim Kirsi, qui fait partie de leur bande. Et ça, j'étais pas peu fier. Il y a aussi Maxime Gasteuil qui fait un petit clin d'œil. Je suis très heureux d'être un peu coopté par la jeune génération. Et ce qui fait que,
En plus, il y a même l'autre, puisqu'il y a les Ducobu qui passent sans arrêt. On vient de faire le 6e, je crois. Donc il y a les mômes, même des mômes de 10 ans qui viennent voir les films. Ça, c'est assez sympa. Tu as déjà vu un extrait de l'émission ou pas du tout? Et tu découvres aujourd'hui? On m'a raconté. Le principe, c'est de refaire la vie de l'invité, de comprendre le parcours, les choix, comment ça s'est passé, etc., si tu veux bien. Il y a du boulot. Hein. De quoi il y a du boulot? 4 mai 51 à Paris, tu as grandi à Vincennes. C'est quand tu as 9 ans que tes parents vont déménager à Puteaux, en banlieue parisienne. Ouais. Et dans une interview, tu dis, j'en serais pas arrivé là si j'avais pas déménagé de Vincennes à Puteaux. Absolument. En plus, j'avais un bras dans le plat, puisque j'étais tombé, je me suis cassé le bras. Oui, je suis arrivé à Vincennes, j'étais moyen. Et à Puteaux, l'avantage, c'est que le niveau était très bas. C'est est de Paris et ouest de Paris, en gros. Voilà, j'ai fait la ligne 1. Château de Vincennes. À peu près ça, ouais, c'est ça. Et à Puteaux, de l'autre côté. Et comme le niveau était assez faible, j'ai brillé grâce à ça. Et j'ai eu le prix d'honneur. Et j'ai pu aller au lycée Pasteur à Neuilly grâce à ça. Parce c'est un très bon... C'était la dernière année où ils prenaient des pauvres d'un côté de la Seine. Et c'est grâce à ça que j'ai rencontré... toute la troupe du Splendide. Mes camarades, oui. J'ai rencontré Christian en 5e, Michel en 4e et Thierry aussi. Enfin bon. Et puis Marianne était en face au lycée des filles. Je sais que tu as... On va en parler tout à l'heure, mais tu as fait les grosses têtes, parfois tu y passes. Et il y a Philippe Boxeau, qu'on embrasse, médecin légiste. Et tu as des grandes discussions philosophiques. Il m'a dit, j'ai adoré discuter avec Gérard, j'ai passé des soirées avec lui, etc. Oui, ça me passionne un peu. Mais ça me passionne que ça fait partie de ces trucs où tu te dis, mais comment un mec peut faire ça comme métier? C'est quand même très, très dur. Déjà, médecin légiste, quoi. Ouais. Déjà, être chirurgien, le mec est vivant et il ouvre. Moi, j'ai du mal à découper un poulet, mais bon, ça dit, il était pas emmerdé. Hein. Sauf qu'une fois, il m'a raconté qu'il y en a un qui s'est réveillé. Oui, il y a parfois des... Mais enfin, il l'a pas... C'est rare. Il l'a achevé. Mais c'est exactement comme les gens qui fabriquent. Quand j'ai eu la révélation de la comédie avec les farces et attrapes, d'imaginer que des gens sérieux de 40, 50 ans font un métier, ils fabriquent des coussins péteurs ou des fausses merdes. Ça m'a toujours fasciné, ça. C'est des gens très sérieux. Et c'est ça qui m'a ouvert moi qui viens d'une famille un peu pas triste, mais en tout cas un peu grise, quoi. Ça rigolait pas plus que ça, mais pas moi non plus. Et d'un coup, imaginez qu'il y avait un type dans une usine avec un contremaître qui fabriquait qui devait tester le pot de moutarde qui devait gicler, la fausse encre et la fausse merde. Quelqu'un qui est là, un mec qui dit non, t'as foiré là, c'est de la merde ce que t'as fait. Et donc ça a été quelque chose, une espèce d'éblouissement scatologique peut-être un petit peu, mais ça c'est aussi parce que j'ai raconté 1000 fois. Je suis là parce que mon grand-père a eu des problèmes intestinaux pendant les guerres de 14. C'est-à-dire? Ben, il était mitrailleur. Enfin, il m'a raconté, je sais pas si c'est vrai, il était mitrailleur et avant de monter sur le front, au front, vraiment, il dit, est-ce que je peux aller au feuillet? On disait les feuillets. Il est allé se soulager et quand il est rentré, quand il est revenu, 5 minutes après, il y avait un trou où il y avait sa mitrailleuse et le mec qui l'avait remplacé était parti. Donc, quelque part, je dois mon existence à une diarrhée. Ça me rappelle, tu disais, des gens qui travaillaient durement sur des trucs un peu drôles. On a reçu Jean-François Lemaire ici, qui fait des effets spéciaux de cinéma, qui est quelqu'un de très sérieux, 70 ans, et qui va faire effectivement des trucs comme ça, avec du faux sang qui gicle, et machin, il est hyper drôle. Je te demandais tout à l'heure pour Philippe Boxeau, je disais, tiens, t'as eu des discussions, etc. Est-ce que tu crois au destin? Sais que tu penses que tout est écrit? C'est quoi ta vision de, tu dis, tiens, si j'avais déménagé, si on n'avait pas eu ce... Je sais pas, moi je sais pas si ça s'appelle le destin, Cocteau disait une chose assez belle sur la superstition, il disait que c'était l'art de s'accorder avec les coïncidences. Et puis, il y a un type qui dit que on peut pas tout le temps se tromper, donc au bout d'un moment, à force de jouer sur le 6, il sort. Mais je sais pas, il y a des signes. Il y a des signes qui sont étonnants, que j'aime, qui me plaisent, que je me plais à célébrer, mais... des synchronicités Oui, par exemple, quand j'ai fait Monsieur Batignolles, je cherchais un endroit près de la Suisse. Il était charcutier, mon personnage. Je dis, tiens, il devait passer après en Suisse. Et je regarde la carte, Morteau. Ah ben, Morteau,
c'est les saucisses, ça colle. Donc on va à Morteau, et d'un seul coup on trouve plein de trucs. On trouve une locomotive, et puis on découvre des décors. Et je dis, mais c'est celui qu'on a écrit, c'est la ferme, c'est parfait. Et comment ça s'appelle ici? C'est un lieu dit qui s'appelle Les Gras. Bon, c'est pas mal. Et le mec me dit, mais si vous avez un problème, il y a le voisin, le fermier, il est très sympa, il s'appelle Michel Rognon. Donc, il y a une espèce de truc comme ça qui fait que, comme pour Meilleur Espoir, où le personnage s'appelait Yvon Rance, parce que je trouvais assez rance, quoi. Et ben, je me suis aperçu, après avoir trouvé le décor, que la Rance coulait à 50 mètres. Donc, c'est des trucs comme ça. Alors, je sais pas si c'est le destin. C'est comme l'amour. Tu rencontres quelqu'un, c'est des chances qui sont infimes. Il y a infime de pourquoi on se retrouve à ce moment-là, au mauvais moment, au bon moment, et pourquoi ça match. C'est un miracle. Tu crois en Dieu? Je crois qu'il m'a créé un peu incroyant. Mais je sais pas, en tout cas je crois pas au Dieu. À quelque chose je crois qu'il y a... non, enfin, moi j'ai un vertige d'exister. Hein, je suis halluciné par l'existence, par la conscience, par le... Et puis surtout que d'un coup plus rien. C'est ça qui m'inquiète un peu. Enfin, encore que quand j'étais dans les couilles de mon père, j'étais pas angoissé. Donc normalement après ça devrait aller, mais de pas savoir où on va. Mais oui, c'est peu qui disait ça ici. Parfois tu montes dans un train, tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas où tu vas. T'imagines, c'est fou. Oui, mais t'as une conscience absolue du truc. Les odeurs, l'audition, la vue, la pensée, la conscience. En fait, c'est être ou ne pas être. Il a rien inventé. Mais toi, t'es hypocondriaque, on m'a dit. Non, je suis valétudinaire. Tu es valétudinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une santé fragile. Et c'est Philippe Noiret qui se foutait de ma gueule en disant « Vous et votre petite santé de fer ». J'aimais beaucoup cette expression. C'est vrai que j'ai toujours un peu de travers, mais je suis plutôt en bonne forme encore. Tu t'es acheté un gris-gris sur ton téléphone, chinois? Oui. C'est pas ça. C'est que si je vais à Hong Kong, j'étais invité à Hong Kong par l'Alliance française, c'était super, vraiment très intéressant. On était à Canton, tout ça. Ça fait un peu les jetons, mais c'est vraiment un pays intéressant. Et on va dans le vieux Hong Kong et ils vendaient des gris-gris, tu vois. Et puis c'était là, on regardait sur comment dire, les signes. Moi, je sais pas, je crois que je suis cochon ou un truc comme ça. Et là, ils vendaient des trucs. Alors, mon épouse, ça allait bien. Elle dit juste, il fallait avoir ça pour avoir de l'argent. Et puis moi, je regarde. Si vous voulez pas avoir de problème de santé, il faut prendre. Donc je l'ai acheté. Il fallait le mettre le 12. Et maintenant, j'ai cette merde. Parce que je me dis, si jamais je la retire, il va m'arriver un pépin. C'est complètement con. C'est comme les voyants qui disent attention si vous traversez la rue. T'as peur d'avoir l'œil si jamais tu l'enlèves. Ouais. Tu dis imagine que ça soit. Si jamais c'est vrai. Ben voilà, c'est ça. Il y a toujours ce truc. Ça s'appelle la superstition. Ça s'appelle la superstition. Tu te dis. Oui, je vais me foutre le noir, quoi. Mais bon. Je crois que tu as tourné un film. Quand tu as tourné, il n'y a pas de réseau. Tu as eu peur de mourir à un moment donné. Tu as fait 80 bornes. En voiture. Pas peur de mourir, non, j'avais un problème j'ai un problème que je peux pas raconter là, mais c'est pas racontable, non. Non, mais ils m'ont dit, il a eu peur de mourir d'un coup, 80 km, 80 km. Non, je me suis retrouvé. Non, je peux peut-être le raconter, mais c'est quand même pas... Non, mais sans donner le détail, c'était juste pour la blague. Parce qu'en fait, j'ai pris un truc parce que je m'étais pété les os, donc je me suis fait percuter à Alpe d'Huez, et je me suis tassé 2 vertèbres, donc le mec m'a dit « Oh, vous avez par un skieur? Par une skieuse qui travaillait dans le cinéma non plus. Donc j'avais les os pas très... c'est un festival de cinéma qui est à la montagne, justement. Ouais. Donc j'avais les os un petit peu fragiles, donc mon rhumatologue me dit on va faire un truc un peu comme c'est pas de l'ostéoporose, mais bon. Et il m'a fait un truc très bizarre qui m'a fait gonfler les testicules. Et c'était totalement inexplicable. Donc je me suis retrouvé. Je m'attendais pas. Je savais pas l'histoire. Oui, ils m'ont pas dit. Hein. Donc je suis très ça va circuler sur les réseaux. Je sais pas si j'en parlerai dans l'attaché de presse. Il faut garder. Mais donc j'étais très inquiet. Au bout d'un moment, j'étais très inquiet. Donc j'étais me faire faire une échographie donc à Lourdes. C'est vrai. Je tournais à côté de Lourdes, et donc je me suis retrouvé à samedi en urgence pour faire une échographie de mes parties génitales. Et tout va bien maintenant, mais c'était très inquiétant.
Et ça revient vite à la normale, ces choses-là, quand on prend des produits? Je sais pas, c'était un truc très... Même les médecins n'ont pas compris ce qui s'est passé, mais bon. Ah, d'accord. Bon, merci pour cette anecdote. Oui. Ils faisaient quoi, tes parents, dans la vie? Ma mère s'occupait de ma sœur et moi. Elle avait travaillé un petit peu au début, mais très peu. Et mon père était, à la fin de sa vie, directeur d'une petite entreprise avec un patron tyrannique dans le bâtiment. Il ne croyait pas en ton métier au départ. J'ai vu, il a pas... C'est pas qu'il n'y croyait pas, c'est qu'il avait peur. Il avait peur parce qu'il ne connaissait pas. Et il pensait qu'il fallait avoir des connaissances. C'est la même chose que j'ai eu avec mon fils quand il a voulu faire ce métier. Il a pris des chemins de traverse, il a fait de la magie, beaucoup de théâtre, beaucoup de mise en scène de théâtre. Mais moi, j'en avais peur parce que mon père avait peur parce qu'il ne connaissait pas le métier. Et moi, j'en avais peur parce que je le connaissais et que je connaissais les vices de ce métier aussi, les peurs, les problèmes, la difficulté. Est-ce que moi, je veux dire, je suis très heureux d'être là où je suis, mais des intermittents, il n'y en a, je sais pas, 50 000. Tu sais que le début est tellement difficile. Oui, il y a tellement peu de chances de passer. Il n'y a pas que le début. Je connais des gens à Avignon qui jouaient encore des spectacles difficiles. Ils ont 50, 60 piges. Je trouve ça... Il faut vraiment avoir le feu en soi, la flamme. Et puis c'est vrai que parfois, les gens me disent, oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer, mais peut-être aussi à un moment, si ça marche pas, il faut peut-être se dire, les boulangers, quand il n'y a plus personne qui achète leur pain, ils arrêtent. Donc parfois, je vois des acteurs qui vraiment bavent, qui gagnent pas leur vie, c'est dur, tu vois, mais ils ont tellement envie, alors je peux pas non plus leur dire... mais c'est dur, quoi. C'est un métier qui peut être extrêmement dur. C'est un métier formidable quand ça marche. Même quand ça marche, il y a des moments où... C'est dur? C'est dur parce que tu te prends des critiques, des insuccès. C'est d'ailleurs ça que je dis. Il y a une grande différence entre jouer la comédie et être acteur. Jouer la comédie, tout le monde peut le faire. Moi, je peux le faire jouer n'importe qui ici, sur un petit rôle qui lui ressemble. On peut y arriver. Sur une apparition dans un film, tu peux faire jouer tout le monde. On peut arriver à faire parler juste quelqu'un, mais... C'est compliqué, mais on y arrive. Mais être acteur, c'est autre chose. Être acteur, c'est le métier. C'est avoir ça chevillé au corps pour le faire toute sa vie. Ne pouvoir faire autre chose que ça. C'est accepter le succès, accepter les insuccès, accepter le téléphone qui sonne pas, accepter de partir jouer au théâtre alors que t'es à 42 fièvres, ou que y a personne dans la salle. C'est les bides, les mauvaises critiques. Non, c'est autre chose. C'est un statut social qui est pas toujours facile à tenir. Il y a des moments où c'est difficile, quoi. C'était quoi le moment le plus dur où tu t'es dit, là, je vais arrêter? Est-ce qu'il y a un moment donné où on en a ras le cul au bout de 20, 30 ans, quand tu as des succès, tu as vécu plein de succès, et qu'à un moment donné, il y a un truc difficile, est-ce que tu te dis pas, bon... Moi, j'ai pas eu que des succès, donc si tu sais aussi que c'est comme une course c'est comme le Tour de France, hein, ce métier. C'est qu'il y a des moments, il y a des épreuves de col, il y a de la descente, il y a du plat où on se refait la cerise. Moi, ce qui m'a sauvé un peu, c'est que, à l'instar de mes copains, on faisait plein de choses. Moi, j'étais à la fois metteur en scène, acteur, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la radio, j'ai écrit un peu de bouquins, j'ai écrit des scénarios. Donc, en fait, chaque activité me défatigue de la précédente. Et ça me permet, par exemple, quand je me suis pris des tôles au cinéma, hop, je repartais au théâtre, où là, c'était plus facile de remplir une salle que d'en remplir 50 ou 500. Bah, tu te refais le moral avec un beau succès au théâtre, et puis tu repars à l'assaut. Et puis il y a des moments où tu dis, ouais, qu'est-ce que je suis là? Est-ce que je serais tellement mieux en train de faire un Scrabble dans une résidence senior? mais en réfléchissant, je me dis non. Je pense que la retraite dans notre métier, c'est la retraite de Russie. Hein, et t'as jamais eu envie de partir 3 ans, de dire, tiens, je fais une pause de 3 ans, je pars avec femme et enfant, et je pars un peu loin, et je ne fais rien. Tu sais, quand t'es en burn-out, après des pièces, des trucs... Non. Jamais? Non, parce que ce qui me sauve, c'est de travailler, c'est d'avoir des nouveaux projets. Je sais que mon épouse, elle me dit, mais va travailler, t'es moins chiant quand tu travailles. C'est vrai que quand je travaille pas, je suis un peu... je pense à des trucs où Non, je dis toujours, quoi. Je comprends très bien que les gens veulent arrêter ou prendre une retraite quand
ils ont fait un métier, ils font un métier qui les passionne pas, ils veulent faire enfin ce qu'ils aiment. Moi, ça fait 50 ans que je fais ce que j'aime. Pourquoi j'arrêterais? C'est la vie qui m'arrêtera. Mais après, oui, partir. Moi, j'adore partir quand je sais que j'ai des projets où j'adore voyager. Entre deux films, tu peux? Oui, oui, et c'est encore mieux. Je pense que dans notre métier, maintenant c'est un peu différent, mais dans notre métier, vacances et chômage, c'est très très proche. Et donc, c'est sympa de savoir, par exemple, il y a un film qui se présente, tu vas le faire dans 2 mois ou 1 mois, tu sais que c'est fait. Là, tu pars, et j'adore faire, justement, à ce moment-là. Quand tu sais que tu as des projets. Oui, en fait, c'est la panique de pas avoir de projet qui devient difficile. C'est même pas un problème financier, parce que bon, je vivrais moins bien, mais je devrais pouvoir y arriver, mais c'est oui, c'est le projet, quoi. C'est génial d'avoir des projets à mon âge. Je trouve ça formidable de rencontrer des gens, de s'amuser. Quand même, combien de fois il n'y a pas de réseau, c'est un personnage effrayant. Je lis le truc. Au début du film, il m'enfonce la tête dans des toilettes sèches quand même. Et je me dis attends, c'est bien raisonnable, attends. C'est de Maman, j'ai raté l'avion, c'est très drôle si vous voulez le voir, le film. Le film est vraiment sympa et tout. Et je me dis, oui. Puis en même temps, c'est ça qui me fait marrer. C'est ça qui te fait marrer? Ça me fait marrer de me dire que je peux encore faire ça, quoi. Non, mais on a eu Isabelle Nanty, par exemple, la parole qui nous disait, il y a des fois, putain, je me demande ce que je fous là quand même, je dois attendre 4 heures assis sur une chaise, alors que je pourrais être au bord d'une piscine. Elle était marrante quand elle m'a raconté ça. Et c'est vrai qu'il y a des moments où tu dois avoir envie de faire autre chose. Non, mais, comme dans tous les métiers, d'ailleurs. Oui, mais ce que j'adore, c'est être au bord d'une piscine quand je tourne. Quand tu as 3-4 jours, si tu tournes, l'idéal c'est de tourner. Moi j'ai fait un film à Tahiti, c'était sympa quand même, tu vois. Les jours off, c'est sympa. Mais c'est vrai qu'être juste acteur, c'est compliqué. Parfois, parce que t'attends. T'es tributaire des autres. Oui, t'attends le taxi, quoi. Et ils viennent te chercher, et tu sors. En général, on t'a mis dans une loge l'hiver, on te met dans un truc surchauffé, on te sort. On te remaquille, hop, on y va, vite, faut y aller, parce que... il y a la lumière, il y a machin. La lumière, tout, et puis hop, on te ramène dans ton truc, et t'attends 2 heures, 3 heures, enfin... le pire, c'est quand tu t'endors, la nuit, c'était... Le tournage de nuit, j'aime pas ça. Ah bon? J'ai jamais vraiment aimé ça, j'aime pas les nuits blanches. Et le pire, c'est que quand t'es comme ça, des fois, tu t'endors. Et on te réveille et tu dois jouer. Tu te réveilles avec le truc de l'oreiller comme ça, tu vois. Donc t'es dans la merde parce qu'il faut faire, faut pas faire tous les actes. Donc ça, c'est très compliqué. Ça m'est arrivé 1 fois ou 2. Je sais plus où je t'ai entendu dire, où j'ai lu que tu avais dormi dans ta voiture déjà avec l'équipe de Philippe, justement, la show pour Babysitting. C'est ce qu'il raconte, oui. Non, c'est vrai que j'avais accepté de faire Babysitting où il n'y a pas beaucoup de sous. Hein. C'était leur premier film. C'était leur premier film. Fifi, Ils avaient besoin d'un ancien, donc moi j'avais dit oui. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais content qu'il me renvoie à l'ascenseur. Et donc, au bout d'un moment, je lui dis, voilà, on avait fini ma scène. Je dis, où est-ce que il y a une loge, un truc? Ah non, il n'y a pas de loge. On n'a pas prévu de loge. C'est vrai? Et donc j'ai été dans ma bagnole et j'ai baissé le truc. Je me suis reposé dans la voiture, quoi. Mais ils sont tellement gentils. Oui, non, mais en plus... Philippe et... En plus, je peux comprendre. Mais je continue parfois à me changer dans une arrière-salle où parfois les types disent « On vous a trouvé un truc, mais c'est un peu loin. » Je m'en fous, je retire mon froc. Et on va pas... Moi, quand on était au Splendide, on avait notre premier spectacle, c'était au Café Théâtre de l'Odéon. Il y avait, je sais pas, 30 places debout et 40 assises. Et les loges, c'était grand comme ça, donc on se changeait un peu à l'égyptienne. Et enfin bon, c'était vraiment... c'est nous qui allions au pressing. Enfin, faut pas être pudique, de toute façon. Non. Oui, non, c'était une époque où on pouvait montrer ses fesses aux demoiselles en face, c'était pas grave, mais bon. Au départ, ça s'appelait, donc votre troupe, c'était la troupe de la Turlute, avant de s'appeler le Splendide. Vous la compagnie de la Turlute, mais ça n'a pas... C'était quand on faisait du théâtre de rue, avec un mec qui se posait la question, est-ce qu'on peut faire, oui ou merde, du théâtre de rue en Bretagne et la réponse était merde. Hein. Parce que c'était nul, ça intéressait personne.
Mais c'était rigolo. On avait appelé ça la turlute. Enfin, vous êtes lancés tous ensemble et après, donc j'ai vu que Coluche avait refusé parce qu'il vous a prêté de l'argent pour refaire le Splendide, le théâtre, et il a refusé le chèque quand vous avez voulu le rembourser. Oui, ça, je me souvenais plus. C'est Thierry qui nous a rappelé ça. Non, en fait, on a eu un premier café-théâtre qu'on a construit rue d'Odessa, qui a été exproprié très vite, mais ça, c'était une ancienne pizzeria. Et après, le vrai Splendide, où on a fait le Amour coquillage et le Père Noël, ça a été 9 mois de travaux, c'était très compliqué. On a emprunté de l'argent. Beaucoup de gens nous en ont prêté, Coluche, bien sûr, Patrick Devers, Jean Rochefort, Miu Miu, enfin bon, il y avait beaucoup de gens qui nous ont aidés. Et Coluche, oui, quand on l'a invité pour lui rembourser, on avait fait un chèque et il l'a déchiré, quoi. Ça, c'était... Mais bon, en même temps, Coluche, il aimait bien aussi acheter les gens, donc... Mais c'était quand même très généreux de sa part. Comment tu fais pour écrire avec eux? Il y avait tout le monde qui écrivait, Thierry Lhermitte, tout le monde avait son... On lançait chacun, il y avait quelqu'un qui prenait la plume, et puis on notait, on jouait. En fait, c'était passé au crible. Moi, j'ai jamais écrit seul. Là, même, Mauvaise Pioche, je l'ai écrit avec Fred Azan et après, Serge Lamadi, moi, je donne la petite graine, et puis après, on rebondit, on fait des espèces d'impro, puis après, on se met à écrire. Donc, je me dis, c'était ça, on se réunissait tous les après-midi, hein, c'était assez fastidieux, et on passait déjà 1 heure ou 2 à faire une revue de presse, parce qu'on était très bavards, et puis au fur et à mesure, on avançait. Et donc, chacun lançait un truc, si c'était une bonne idée, ça faisait rire tout le monde, hop, c'était acheté, sinon, tu balançais quoi? Donc, c'était une manière d'écrire un peu plus vite, quoi. Et puis après, ça se remodifiait quand on répétait, on remodifiait les choses, chacun peaufinait son rôle. Mais il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de metteur en scène, donc chacun essayait avec un respect assez mutuel. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui faisait un truc dans ton dos pour tirer la couverture. En tout cas, tout le monde la tirait. Donc ça faisait une couverture bien tendue. Tu vas faire les Bronzés en 78. Ça va faire 2,3 je crois millions d'entrées, j'avais noté. Tu le sais quand tu tournes ce film que ça va marcher? Est-ce que tu le sens quand tu tournes un film ou parfois c'est pas du tout c'est représentatif du nombre d'entrées? Les Bronzés, c'était adapté d'un succès de café-théâtre qui s'appelait Amour, coquillage et crustacés, mais enfin un succès, 100 000 personnes. Hein. Mais il y avait une vedette qui était le club. Donc, le Club Med? Ouais. Club Med. C'est comme ça d'ailleurs que le producteur a pu faire le film, parce qu'il faut une vedette. Là, c'était pas nous, c'était le club qui était vedette. Il n'y avait pas de star dans le film? Non. De l'époque? C'était vous, quoi. Ouais. On était un peu connus, de notre famille. Mais donc oui, on a été surpris du succès, mais c'était pas un immense succès non plus. C'était très bien. Mais à l'époque, les succès, c'était 8-10 millions. Les Charlots faisaient 8 millions d'entrées. La Tendresse Bordel, 10 millions. Et le Bronzé fond du ski n'a pas été un gros succès non plus, même moins. Mais non, on ne sait pas ça. On était un peu inconscients à l'époque. Vous y partiez en vacances au Club Med? Oui, c'est comme ça qu'on a écrit d'ailleurs. C'est comme ça qu'on a eu l'idée c'est quand on faisait nos spectacles avant Amour, Coquillage, on avait écrit 3-4 spectacles, des spectacles de sketch, tout ça, et Lydie Trigano, la fille Trigano, nous avait repérés. Elle faisait des invités forums. C'est-à-dire qu'en fait, on t'invitait une semaine, tu jouais une fois, et après, tu pouvais jouer 2 fois, t'étais 2 semaines. Enfin bon, on n'était ni Géo ni GM, et ce qui nous permettait d'être dans un truc d'observation assez sympathique. On a tout ce qu'on a mis dans le film, on l'a vu ou inventé un peu, enfin en fonction. C'était vraiment comme ça, Club Med à l'époque. Ah, c'était vraiment fou. Ah oui, à l'époque c'était ça un peu. Ouais. Le monde s'est aseptisé depuis, hein, quand même. Tu vois, en termes de liberté, de tout. Oui, il y avait une espèce de parenthèse sans enchantée. être réac, mais il y avait pas le sida et il y avait la contraception. Donc si tu veux, actuellement c'était la grande fête. J'en ai pas profité beaucoup. Je suis passé un peu à côté, mais je me suis rattrapé plus tard. Mais et puis c'est vrai on sortait, c'était les années Giscard, c'était encore, il y avait pas trop de chômage, il y avait pas trop, enfin, en même temps il y avait, on sortait de la guerre d'Algérie,
Enfin, c'était... Oui, il y avait d'autres problèmes. Il y avait d'autres problèmes, quoi. Il y avait d'autres problèmes. Mais c'est pour ça que moi, je me souviens, je discutais avec Gérard Horry à l'époque du sida. Je disais, c'est pas facile pour les jeunes avec le sida et tout. Et il me dit, tu sais, moi, en 40, on m'a dit, t'as pas le droit de vivre, t'as pas le droit d'exister. On va te mettre dans un camp et on va t'exterminer. Donc, c'était pas facile non plus pour les gens en 42, quoi. Alors là, c'est vrai qu'en ce moment, ça chauffe un peu. Et ça a tendance un peu à faire de... On n'est pas loin du remake, là, mais et on le sait beaucoup plus. En plus, maintenant, c'est ce que je raconte dans le film, Mauvaise Pioche, il y a un tel besoin de communiquer, d'information, il y a une surinformation, ce qui fait qu'on est quand même assez... Dans une société un peu hystérique, là. Ouais, mais enfin, en même temps... Un truc hystérique. En même temps, cette suractivité... L'autre fois, ils me font écouter une chanson à la con que j'avais fait, Je suis miné, que j'avais fait en 80, où... Et je parlais déjà du mec qui regarde la télévision, il ouvre le journal télévisé, il est stressé, il est miné parce que la terre tremble à Tombouctou, t'as peur chez toi. Donc, je pense que oui, on voit que des mauvaises infos tout le temps. Vivons heureux, vivons cachés. Enfin bon, c'est pas ça. C'est-à-dire que parfois, de temps en temps, ce qui est bien quand on part un peu en vacances, c'est de poser le téléphone. Le téléphone, parce que Internet, c'est la fin du bonheur, quand même. Tu trouves, oui. En termes de médecine, par exemple. C'est mon médecin me dit. Internet, la fin du bonheur. C'est-à-dire que tu as un petit truc ici, tu te regardes, et là, on te dit que c'est le début d'un chancre syphilitique, un début de cancer généralisé. Faut jamais regarder, on l'a tous fait. Hein. Ouais, bien sûr. Maintenant, on demande à ChatGPT aussi, j'ai mal au ventre, est-ce que ça peut? Et là, il te sort des trucs hyper... Ouais. En général, ou même si tu as un petit truc, il te montre le cas extrême. Oui. C'est-à-dire, si tu as un petit peu d'eczéma ici, il te montre un type qui est vérolé de partout. Enfin, c'est terrible, terrible. Mais bon. À partir de quand tu vas en vivre? Est-ce qu'à partir des bronzés, vous en vivez? Est-ce qu'avant, vous vivotiez? En termes d'argent, vous n'étiez pas forcément de famille aisée, tous? Non, mais l'avantage, c'est qu'on habitait Paris et qu'il y a toujours une soupe à la maison. Donc, c'était juste une inquiétude de ne pas y arriver un jour. Mais bon, moi, j'habitais à une chambre de bonne, et puis quand j'avais pas... j'allais manger chez papa-maman, quoi. Donc ça allait, ils me donnaient un tout petit peu de sous, de l'argent. Puis bon, très vite, on a gagné un petit peu de fric en faisant... moi, j'ai chanté dans la rue, j'ai fait des trucs... Enfin, bon, et puis on faisait beaucoup de pubs radio. On avait en voix, ouais, tu sais, des voix, machin. Des trucs genre... dis donc, tu as acheté ça. Enfin, toi, ça, on en faisait... Ça nous rémunérait. Donc, on gagnait un peu de notre vie, mais ça compensait parce qu'au théâtre, on devait gagner, je sais pas... 70 € par semaine, donc on va pas loin. Mais on faisait des pubs. Je me souviens, j'ai fait une pub pour la bière Skansen, où je suis parti 3 jours tourner, et j'ai gagné ce que je gagnais en un an au Café Théâtre, quoi, tu vois. Donc, enfin, c'était pas non plus énorme. Mais c'est pas au niveau des bronzés que tu peux pas non plus en vivre toute ta vie, quoi. Non, c'est à partir des bronzés. Non, mais avant les bronzés, moi, je faisais quand même pas mal de petits trucs. On tournait 3, 4 jours, 5 jours. J'ai fait On aura tout vu, où j'avais quand même presque un mois de tournage. Non, ça commençait à se décanter, là. Oui, on n'a pas vraiment eu la vache. On a eu la vache enragée 4-5 ans, mais elle était pas très enragée, quoi. Qu'est-ce que tu as pu t'acheter? Est-ce qu'il y avait un objet dont tu rêvais? C'est aussi bien de faire rêver, de voir qu'on arrive à réussir des choses. Un magnétoscope. J'ai acheté le plus gros magnétoscope. C'était un pneumatique qui faisait 400 kilos. Avec 2 cassettes? Avec des grosses cassettes, comme ça, des pneumatiques énormes. Tu ne pourrais pas enregistrer la télé les cassettes faisaient 1 heure. Donc, il fallait changer et il fallait regarder la télé en même temps. Donc, ça n'avait aucun intérêt. Mais, et ça, c'était vraiment ça, et puis le premier répondeur. Ça s'appelait un télécipe. Le premier répondeur de quoi? Sur le portable? Ah non, sur le téléphone chez toi? Sur le téléphone. Parce que, là, à l'époque, le téléphone, il n'y avait pas de portable, ça n'existait pas. C'était les téléphones à cadre rond? Oui, comme ça. Oui, absolument. Mais après, c'était en touche. Mais surtout, le premier appart que j'ai loué, c'était un petit studio. Je l'ai loué parce qu'il y avait une ligne de téléphone qui était fixe. Sinon, il fallait attendre 1 an pour avoir une... C'est vrai. Je te jure. Et moi, j'avais les premiers répondeurs. Époque, et les mecs laissaient jamais de message parce que c'était incongru. Ils décrochaient bonjour. Ah oui, ils comprenaient pas. Ils savaient pas ce que c'était qu'un répondeur. Quoi. Il y avait 2 cassettes, une cassette sans fin avec le message, et puis l'autre. Et puis on pouvait interroger à distance pour savoir les messages que tu avais. Enfin bon,
C'est toute une époque. Aujourd'hui, ça nous fait rire. Mon Parce pauvre que monsieur. Putain. C'est... Toi, t'as vu l'arrivée de la technologie complète, en fait. Ouais, non, la grande révolution qu'on n'a pas vu venir tous, c'est le numérique. En termes de photos, de cinéma et de montage, tout ça, ça a été dingue. L'ordinateur. Les ordinateurs, moi, j'ai eu un ordinateur, on avait des gros trucs, là, enfin, non, j'ai l'impression d'être un boomer, on te dit. On va me ramener à l'EHPAD. Mais non, ils te disent, tes enfants, parfois, quand tu fais des réflexions sur je sais pas, sur la nouvelle technologie, où tu sens que tu es en décalage, ils disent mais non papa, dis pas ça, c'est pas comme ça. Oui, enfin mon fils il est très, très âgé maintenant, mais non, mais c'est vrai que même là en ce moment quand je fais des posts, mon épouse qui est plus jeune me dit mais t'as fait quoi là, t'as encore appuyé sur un truc, t'as posté une story sans faire exprès. T'as posté une story d'un mec qui est un pauvre con, enfin bon, parfois je suis pas le meilleur, mais enfin, j'essaye de faire mes stories, mais je mets 2 heures pour faire le truc. Il faut que j'en fasse 15 fois, parce que sinon, j'en vois trop tôt. Enfin bon. Et, j'ai 75 000 abonnés, c'est que là. Mais bon, oui, moi, j'ai connu quand même ma grand-mère, qui était née au siècle, en 1895, je crois. Elle a tout connu, c'était dingue. L'arrivée totale de l'électricité. L'arrivée de l'électricité, la voiture, l'avion, la télévision, le cinéma, enfin bon, c'est dingue. Et moi, j'ai quand même... on a juste eu une espèce d'accélération. Moi, j'ai vécu l'accélération. Oui, c'est exponentiel. Hein, oui, ça a été dingue, quoi, tu vois. Et là, maintenant, tu dis, est-ce que ça va continuer comme ça? C'est pas possible, quoi. Donc, nous, moi, j'ai découvert le Coca à 10 ans. Je me souviens, c'était en face du château de Vincennes, à 9 ans, je crois. C'était nouveau, j'ai goûté un goût très différent. C'est très rare d'avoir des goûts nouveaux. Ouais. C'est très compliqué. Aujourd'hui, on grandit maintenant toute la nouvelle génération avec tout ça. On a tout, et puis trouver un nouveau goût. Ma mère allait chercher des fruits exotiques à Inno-Nation, c'était des avocats. C'est un truc de dingue, quoi, tu vois. À l'époque, il n'y avait pas d'avocats partout. Ben oui, les glaces, on les mangeait l'été, on les mangeait jamais l'hiver, il n'y avait pas de congélo, enfin... Et encore, nous, on était dans une société où on a eu assez vite la télévision. Mais c'était une télé en noir et blanc. Il n'y avait pas l'eau courante, normalement. Certains ont connu... Ouais, c'est quand même... C'est pas si vieux, hein, l'eau courante. Non, mais à la campagne, il n'y avait pas d'eau courante. Enfin bon, moi, j'ai quand même pas... nous, on avait l'électricité. Oui, les grands-parents qu'on a connus, moi, mes arrière-grands-parents, 1898. Ouais. Donc, ils ont... ma grand-mère, et pourtant son mari était dans le sanitaire, ils n'avaient pas de salle de bain, ils se lavaient dans l'évier, quoi. Mais non, chez nous, on a toujours eu ça très vite, parce que mon père était dans la branche. Mais même c'est vrai que la télévision noir et blanc, il y avait des interludes. Ça, maintenant, c'est inimaginable. C'était quoi, les interludes? C'était un petit train avec un rébus, c'était un chiant. Mais c'était très... Puis il y avait de temps en temps un dessin animé qui passait, alors que maintenant, tu regardes... Il y a des chaînes exprès. Des chaînes exprès, enfin, c'est fou, quoi. Et il y avait le film du dimanche soir, qu'on ratait pas, en noir et blanc, bien sûr, mais c'était vraiment... et tout le monde le voyait. C'est-à-dire que le lendemain... À l'école, tout le monde en parlait. Bah oui. Et même quand il y avait encore 2-3 chaînes, comme les dossiers de l'écran, qu'on parodie d'ailleurs dans Papy fait de la résistance, c'était dingue, parce que les gens faisaient... Il y avait un vrai buzz. Maintenant, pour un buzz, il faut que ce soit relayé par beaucoup de chaînes. Ouais, de relais de médias. Mais j'ai l'impression d'être un vieux con, là. Que je suis, d'ailleurs. Tu vas avoir ton premier succès tout seul. Il va s'appeler Enfin Seul. Il y a un moment donné, tu vas te lancer en carrière solo. C'est quoi? C'est une décision prise en groupe? Comment ça se passe quand tu as fait tant d'années avec eux? Non, c'est que le groupe s'est séparé à un moment. On faisait tellement de choses chacun. Et Christian, Thierry tournait, Michel travaillait avec Patrice Lecomte. Et donc on a arrêté après le Père Noël, et on jouait Papy fait de la résistance. Mais c'était déjà la fin du Splendide, parce que c'est pas une pièce du Splendide, Papy. C'était une pièce de Martin Lamotte et de Christian Clavier. Et moi, je me suis trouvé un peu démuni, comme ça. Ils faisaient du cinoche avec des grands rôles. Moi, j'avais que des seconds rôles. Et j'ai réuni des sketchs que j'avais commencé à écrire, puis j'en ai écrit d'autres, avec aussi
la sœur et le frère de Sylvie Joly, qui s'appelait Enfin seul, qui est une manière un petit peu ironique de dire chouette, je suis tout seul, mais en fait j'avais les jetons. Hein. Et tout le monde avait un peu les jetons d'être seul, quoi. On avait dit. De se lancer pour la première fois. Dire nous, c'est confortable, même si c'est frustrant, mais donc on a tous dit je. Et est-ce qu'il fallait dire je ou je. Et puis ça a eu beaucoup de succès, ce spectacle. Ça m'a tué la santé parce que c'était fatigant. Et du coup, de ce fait, j'ai fait pour Sans briques t'as plus rien, un film avec Auteuil, et puis le quart d'heure américain que j'avais coécrit, et puis on m'a proposé de faire mon premier film, Pinot, avec un scénario qui était déjà préexistant, que j'ai totalement adapté, et c'est grâce à ça que j'ai fait enfin ce que je voulais faire aussi, de la mise en scène. T'as dit, quand on n'a pas un physique d'Apollon, il faut compenser. Tu fais des vannes sur ton physique. T'as été complexé pendant des années ou... Oh, bah oui, enfin, moi, j'étais pas un monstre. J'étais pas non plus un belâtre. Enfin, donc, c'est sûr qu'à l'époque de nos 15 ans, il valait mieux être grand, beau, avec les yeux bleus, quoi. Même con, ça marchait, quoi. Donc, mais même Thierry, il avait un peu ce complexe, alors qu'il était beau gosse. Thierry Lhermitte. Ouais, donc... il était complexé aussi? Ah oui, c'est vrai? Oui, enfin, on n'en touchait pas beaucoup. Après, on s'est rattrapé, surtout lui. Mais, je veux dire... on compense, oui. C'est-à-dire que quand t'es pas aimé d'emblée, il faut être aimable. Donc, on a fait un travail sur ça. Et l'humour nous a aidés. C'est sûr que... Je dis toujours... ça, c'est le côté... si tu ris... femme qui rit, femme dans ton lit. Ça marche femme pas. qui rit, femme à moitié dans ton lit. À moitié, oui, c'est à moitié surtout. C'est le à moitié. Même quasiment pas. Enfin, c'est vrai que je dis ça en déconnant. Je dis toujours, au début, j'étais dans les soirées, moi, je faisais rire les filles, et puis à la fin de la soirée, je faisais rire les couples qui s'étaient formés pendant que je faisais rire les filles, quoi. Donc, et puis comme j'étais un peu coincé du Luc, un peu timide, c'était pas forcément facile, mais on était tous un peu comme ça. Mais c'est vrai que ce métier m'a aidé. Ça t'a aidé, ouais. Oui, à prendre de l'assurance, quoi. Quand t'es reconnu, quand les gens savent quitter, c'est pas le fait d'être connu, donc. Moi, non mais reconnu, donc les gens... Oui, c'est pas ça, c'est que le chemin est fait. Comme moi j'étais timide, le fait d'être un peu connu par les... Eh ben, ils pourraient m'aborder, et puis j'étais pas un inconnu, quoi. Voilà, donc ils savaient déjà que je pouvais être rigolo, puis le fait de s'affirmer, c'est mettre en valeur des choses que t'as en toi et que t'oses pas montrer ou qui se voient pas d'emblée. Donc le fait de les avoir déjà montrés ailleurs... Ça te donne une confiance en toi, et puis, enfin, je sais pas, faut se démerder, quoi. J'avais vu un truc assez drôle, t'as fait un procès contre un sosie, un de tes sosies. C'est vrai, cette histoire? Non, j'ai pas fait un procès, j'ai fait un procès contre la marque qu'il avait employée. Vous avez employé un de tes sosies pour produire, pour promouvoir. Il y avait un truc, acheter le pantalon Junio avec en marqué le sosie d'un tout petit nom. Sur les sosies, c'est très curieux. Hein. C'est de la fausse monnaie, quand même. Donc, si tu veux, je trouve ça bizarre. Mais... T'en as eu beaucoup, des sosies? Pour Pinot, j'avais envie de faire ce que j'ai fait dans Mauvaise Pioche, de montrer à la fois metteur en scène et acteur. Et donc, j'avais besoin d'avoir, dans les deux, à la fois dans le quart et moi, metteur en scène, le même personnage. Il n'y avait pas le numérique à l'époque, on pouvait, là maintenant, avec l'IA plutôt, on peut vraiment... Donc j'ai passé une annonce à France 2, je me souviens, au journal, je cherche un sosie. Donc j'ai reçu 200 lettres, tous les mecs un peu ronds, gros, avec une moustache, chauve. Elle me dit, voilà, je suis votre sosie, je rentre dans les boîtes sans problème grâce à ça. C'est vrai? Je déglingue comme je veux, enfin bon, ça fait peur. Hein. Et puis il y en a un, et il m'en semblait pas du tout, parce que les mecs, c'est vrai. Et il y en a un qui m'en semble bien, un petit peu sur des trucs. Et donc je l'ai pris, tu peux être plutôt sympa. Et puis au fur et à mesure, il s'est un peu pris au jeu. Et puis il a été utilisé. Je me suis retrouvé un jour, j'arrive pour présenter un film, je crois que c'était, je sais pas quel film, à Toulouse, et je vois dans le journal ma tronche, et je dis, mais c'est marrant, parce que j'avais une chemise Lacoste, mais je mets pas ce genre de lunettes et des Ray-Ban. Vous avez pris où cette photo?
Il me dit, c'est quand tu viens faire les animations sur le Tour de France. J'avais fait ça. Donc... il vendait il y a des mecs qui allaient travailler. Je sais pas, il était sur un truc, il vendait des trucs, et les gens pensaient que c'était Junio, et puis au fur et à mesure, non, maintenant il y a ça. Il y a des agents de sosie où donc les mecs engagent Woody Allen ou Pierre Richard, et puis ils t'invitent à dîner, il y aura quelqu'un, le mec arrive, c'est pendant 10 secondes, tout le monde est... Puis après, il se passe rien, quoi. Et donc, le mec fait des jeux, je sais pas. Et je trouve ça... On a tourné dans il n'y a pas de réseau avec le sosie de Johnny. Mais bon, au moins, il chante un peu, lui. Enfin, bon, oui, il fait une performance artistique. Oui, un peu, quand même. Sinon, le type, il dit, voilà, on l'invite à dîner à Woody Allen, le mec parle pas anglais, il arrive, c'est Woody Allen, non, pas du tout, et puis il ne ressemble pas du tout, en plus. Bon. Donc, tu parles de stars américaines, t'en as croisé, t'as été invité aux Oscars après les choristes, auxquels tu croyais pas forcément au départ, d'ailleurs, tu l'expliques dans une interview, t'avais sous-estimé le film. Oui, et puis surtout, ça s'était très mal passé, le tournage au départ. C'était le premier film de Christophe Baratier, il pataugeait un peu, il y avait une équipe technique qu'on a changée, qui n'était pas très bonne, il y avait un acteur, un vieil acteur qui n'avait pas réussi à jouer, il y avait la canicule, il y avait la grève des intermittents, enfin un bordel. Les planètes n'étaient pas alignées, quoi. Oui, pas du tout. Et puis finalement, au bout d'un moment, Christophe a vraiment pris des trucs en main, il a appris très vite, et puis la musique a amélioré tout ça, et ça a été ça a fait un très beau film, quoi. Tu vois, comme quand on en parlait avant, on disait, tiens, est-ce qu'on peut savoir si un film va être bien ou pas? Et c'est pas forcément... tu peux passer un mauvais tournage. Non, j'ai senti quand même que ça partait mal, mais que ça s'est très vite redressé. Et en tournant certaines scènes avec la musique, les mômes, là, je me suis dit... Et là, il y a un truc, moi-même, j'avais un peu les poils, et d'ailleurs, je l'ai revu il n'y a pas longtemps dans un ciné-concert, le film est très très beau. Et il y a une magie comme ça. Vous avez été nommé aux Oscars pour ce film? Oui, c'était étonnant, d'ailleurs. Par les temps qui courent, on ne le serait plus, parce qu'on n'était pas assez chic. Mais on a fait les Césars, on était bananés partout. Vous avez rien eu? On a eu la musique, je crois. Ah oui. Et puis, donc on a pris l'avion le lendemain pour aller aux Oscars. C'était insensé, quoi. Putain. On a rencontré plein de stars, et puis c'était très, très long. Et ça s'arrêtait souvent, parce qu'il y a beaucoup de pubs. Et il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait un énorme truc comme ça, avec un compteur. Donc le type qui avait une sorte d'enseigne, un Oscar, il y avait un chronomètre énorme. Chronomètre, ouais. Donc quand tu avais une nomination, enfin un Oscar, tu avais 15 secondes, donc tu avais 15, 14, 13. Et à partir de 0, t'as la musique qui ils envoyaient la musique. Ça, c'est pour te dire de partir, en fait. Et 5 secondes après, le micro descendait. Oh. Et il fallait se barrer. Donc ils ont fait un peu ça en France, mais les mecs continuent à remercier papa, maman, la bonne et moi. Donc et c'était assez rapide, quoi. Par contre, quand tu avais vraiment l'Oscar total, tu avais droit à 1 minute. Mais c'était fou, quand il y avait ce truc-là, moi, qui me fascinait. Et puis, faut être très efficace, en 10 secondes. 2 secondes finales, le mec faisait... Et puis c'était vraiment... tu sentais que... C'était l'américaine. Ah oui, faut pas dépasser. Ça rigolait pas. Hein. T'as croisé des artistes américains? Oui. Ah oui, on a vu Beyoncé là qui chantait, sur ton chemin, ça valait quand même son pesant de cacahuètes. Et moi j'ai croisé Clint Eastwood, j'ai été aux toilettes avec Morgan Freeman, enfin bon, c'était très grand, quoi. Nathalie Portman, enfin c'est ce que je dis toujours, les Américains ils sont ou très grands ou très petits. Donc, tu as parlé à Morgan Freeman, on l'a reçu ici. Non, je ne peux pas parler. T'as vu ce visage d'une gentillesse qui est exceptionnel. Non, un que j'ai salué en France, c'était Will Smith, dans sa grande gloire. Il faisait une promo dans un de film, une presse junket. Et c'était la même attachée de presse. Et donc, on me l'a présenté, le mec m'a serré la main. Putain, le charisme du mec. C'est incroyable. Hein. 1m80, une belle gueule, tout ça. C'est magnifique. En 2021, vous avez eu un César d'anniversaire. Un César anniversaire, je crois que c'est le seul qui a été... D'honneur, je crois. César d'honneur d'anniversaire par rapport au jeu... Enfin, je crois que c'est par rapport à la tombe du Splendide, du coup, par rapport à... Oui, c'est un truc de... Comment on appelle ça? De récompense, quand on ne l'a pas eu, de rattrapage, quoi.
Ça t'a touché de ne pas en avoir À une époque, oui. Moi, j'ai été un peu touché quand pour les choristes, je me dis, tiens, je vais peut-être l'avoir ce coup-ci. Puis il y avait un truc avant, enfin. Mais souvent, les gens votent pas pour ce qu'ils aiment, ils votent pour ce qu'il est convenu d'aimer, parce qu'il faut aider, ou parce qu'il faut avoir la carte, tout ça. Donc, mais maintenant, je m'en fous. C'est plus dur d'avoir la carte quand on fait de la comédie. Il n'y a pas de carte pour la comédie. Ils en ont donné une fois, si, à Serrault et à Villeray, mais c'est exceptionnel, quoi, vraiment. À Dubosc, Franck Dubosc, là, qui a... Oui, mais c'est pour un scénario, et puis c'est pas une vraie comédie, enfin, c'est un film, un beau film, d'ailleurs. Oui, pour le coup, il a fait beaucoup de comédies, mais pas... En plus, il avait fait l'année dernière tout un petit numéro assez... Ça obligeait un peu l'Académie à se dire, bon, on va pas passer pour des cons, on va lui en donner un. Mais c'est pas grave, je veux dire, le clown n'est jamais honorable, ni honoré, c'est normal. Un clown, c'est quoi? C'est un alcoolique, clochard, avec un nez rouge, des loques. C'est pas quelque chose... Tu récompenses pas un mec qui perd son pantalon quand tu l'honores. Donc, tu vois, je pense qu'il faut garder ça, ce côté un peu irrévérencieux. Et pourtant, t'as un Jim Carrey qui va être invité parce que c'est un Américain. Oui, c'est un Américain. Voilà. Mais bon... Ouais. Ils ont invité De Funès juste avant qu'il meure, quand même. Ils se sont dit, il faut quand même faire quelque chose. Mais bon, tout ça n'est pas très grave. Moi, le César, je trouve que je l'ai dans la rue, avec tous les gens qui me disent merci ou bravo. Tout. Ouais. Je veux dire, je suis dans cette période. Tu reçois l'amour autrement. Ouais, là, vraiment. Et puis surtout, le César, c'est compliqué. Il faut être dans un film césarisable, parce que tu peux pas être un bon acteur dans un film qui a pas marché ou qui est pas. Et puis surtout. C'est très compliqué. Je vois le César du montage. Comment tu peux juger un montage si tu connais pas ce qui a été tourné? Donc et puis bon, après il y a des factions. Enfin, tu vois, c'est des familles, tout ça. Mais bon. Faut faire partie d'une famille. Mais vous l'avez, votre famille? Oui, on a une famille. Ce qui m'énerve un peu, c'est que même dans la comédie, parfois, il y a des dissensions. Alors, je trouve qu'au contraire, on devrait être un peu solidaire. Et puis, la grande chance et la grande fierté que moi, je peux avoir avec mes camarades, c'est la même chose. C'est que, je parlais de ça l'autre fois avec Thierry Lhermitte. On disait, mais tu te rappelles, toi, le Père Noël, passait totalement sous les radars. Qui a eu le César, qui a été honoré, mais on se souvient absolument pas. Le nombre de films qui ont été extrêmement encensés, qui ont disparu de la circulation alors que les nôtres sont encore là, c'est une petite satisfaction. Ou l'inverse, d'ailleurs, même Luc Besson est venu, il nous racontait pour Le Grand Bleu, il s'était fait complètement déchirer à l'époque, mais catastrophique, je crois, à Cannes. Bien sûr. Avant de faire 9 millions la semaine d'après. Mais bon, en même temps, le succès, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Je pense que ce qui est important, c'est que 10, 15 ans après, le film reste encore comme Le Vin de Garde. Moi, je dis toujours, j'essaie de faire des films de garde. Qui est dur. Des films de garde, et je suis assez heureux d'avoir quelques films de garde. Les Bronzés, ils ont fait, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'était 5 millions encore, la diffusion. C'est monstrueux, quoi. Scout toujours, elle a dû être 35 fois diffusée sur la TNT. Moi, je me souviens, quand j'avais fait Batignolles, on avait fait 12 millions à la télé à l'époque, enfin, c'était il y a 20 ans. Mais et puis même des films, il y a des films qui passent un peu... J'ai fait un petit film là qui s'appelle On aurait dû aller en Grèce. C'est une petite comédie sympathique, corse. Et le film a été mal sorti parce qu'il était mal financé. Bon. Et ben là, d'un seul coup, j'ai vu qu'il avait cartonné sur Netflix. Donc après quoi? C'est formidable. Donc je suis assez contente. Le 2 décembre 1980, ça va être la naissance de ton fils. Ah oui. J'ai eu un fils. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans une carrière qui fonctionne là déjà? Déjà, j'ai appris à ne pas dormir. J'ai appris à aller chez le pédiatre parce qu'il avait des otites tous les 5 minutes. Non, j'étais très très content. Enfin, ça s'est fait un peu comme ça, tout le monde le faisait, donc j'avais pas vraiment une envie absolue de faire un enfant. Puis je lui ai dit oui, tiens, ce serait bien. Je fais pas partie de ces mecs qui, dès qu'ils rencontrent une fille, ils veulent lui faire un enfant. Mais
Mais moi, je suis content, hein, puis je suis très fier de lui. T'as réussi à gérer l'éducation, à être assez là avec le métier, ou il y a des moments... Oui, jusqu'à ce que je quitte sa maman. Ce qu'il a fait pareil, lui, de son côté aussi, après. Mais non, j'ai essayé de m'en occuper le plus possible et de faire de mon mieux. Mais je pense qu'on n'élève jamais les enfants que comme ce qu'on est, tu vois. On peut pas les élever en dehors de ce qu'on est, quoi. On fait ce qu'on peut. Parce qu'on peut. Oui, je crois. J'ai eu de la chance. C'est un brave mot, mais puis courageux, qui est pas drogué, qui a une passion. Et ça, il est comédien aussi. Oui, il est comédien et surtout il est metteur en scène de théâtre. Il a 3 théâtres. Il est producteur, il fait plein de trucs. Il fait pas assez d'images à son goût. Il a raison, mais on peut pas tout faire. Et non, surtout, moi, ce qui m'a vraiment rassuré, c'est je l'ai pas vu venir, mais à 18 ans, d'un seul coup, il a été chez Périmonie, tout ça, et d'un seul coup, il s'est révélé une passion. Enfin, il nous l'a révélé parce qu'il devait l'avoir au fond de lui, mais je l'avais pas vu venir. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour un jeune. Et je me félicite qu'il ait eu cette chance d'avoir une passion. Parce que combien de fois je vois des mômes, qu'est-ce que tu veux faire Il faut se trouver une passion. Oui, je veux gagner du fric. Enfin, en ce moment, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, moi, je veux faire comme Bernard Tapie. Alors je dis, quoi, tu veux aller en prison? Non, il voulait faire du pognon, quoi. Enfin, être connu. Hein. C'est le vrai problème de cette société où il faut être connu. Mais il faut être connu. Pourquoi? Non, je veux être connu. Non, mais il y a une raison. Non, je veux être connu. C'est important quand même Besoin de reconnaissance. Bah oui, oui, mais enfin, une reconnaissance de quoi? Pas de sa tronche. Il faut être reconnaissance parce qu'on fait un truc. Parce qu'on a un produit. Parce qu'on a un produit, ou un spectacle, ou une peinture, un livre. Enfin, pas juste... Mais pas être connu pour être connu, quoi. Et puis avoir de l'argent. Ou alors c'est de la télé-réalité. Oui, mais enfin, on voit ce que ça donne, parfois. Quelle est la phrase que tu as répétée beaucoup à ton fils? Est-ce qu'il y a un truc que tu as répété en tant que père? C'est intéressant, c'est pour l'éducation. Mange proprement, mais ça, je pourrais me le dire à moi-même. C'est tous les... Il paraît que tu fais des tâches partout quand tu manges. Moi, je mange salement, oui. Ta femme nous a dit ça. Oui. Parce que je mange un peu vite. Ah bon? Ouais. Et puis j'en fous partout, je sais pas. Mais j'avais même un labrador, quoi. J'avais un ami qui me disait, moi je mange très salement parce que même j'ai fait des fois des taches dans le dos. Dans les restaurants chinois. Ils projettent énormément, ça passait des têtes. Mais non, ce que je lui disais, en gros, c'est d'abord de pouvoir se regarder dans la glace le matin, ça c'est important. Et puis de faire ce qu'il aime et d'aimer ce qu'il fait, quoi. Ça, c'est la clé de voûte, je crois. D'arriver à avoir suffisamment de passion, d'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est Dieu en soi, en grec. Tu parlais tout à l'heure de Dieu. Je sais pas s'il existe, mais en tout cas, tu as intérêt à l'avoir au fond de toi. Parce que c'est ça qui fait que tu as envie de faire les choses et de créer, d'être heureux, d'avancer, quoi, de vivre, de trouver. Je suis pas sûr qu'il y ait un sens à la vie. Donc il faut le donner soi-même. Il faut se le donner, il faut se l'inventer. Tu crois qu'il y a quoi après? Certains doutes. Je sais pas. Je pense que nos molécules vont se faire autre chose, quoi. Enfin, quand on voit l'infiniment grand, les planètes, les systèmes, les milliards d'années-lumière, tout. On n'est pas gros, hein. On n'est pas grand. Déjà, quand t'es en avion, tu vois en bas, tu n'en es pas gros. On n'est pas grand-chose. Enfin, ouais, non, je sais pas. En tout cas, je ne crois pas qu'il va y avoir un mec avec une grande barbe qui te dit. On est trop nombreux. Et puis en plus, s'il a une grande barbe, est-ce qu'il est chrétien, musulman, hindou c'est très bizarre. Et puis le paradis dont on parle tout le temps, il faut se retrouver avec Mère Teresa toute ta vie. C'est un truc qui m'a toujours angoissé, ça. Les siècles des siècles à l'Église. Pour les siècles des siècles, mais ça me fout c'est l'infiniment grand comme l'infiniment petit. Notre cerveau ne peut pas le concevoir. Ça me terrorise un peu. C'est vrai que comment concevoir l'infini pour quelqu'un qui est fini, enfin, oui. Je peux me permettre. Donc, tout ça, j'ai pas de réponse. Comme disait Jean Gabin, je sais que
je sais que je ne sais rien, et ça, je le sais. On ne sait jamais rien, non, on apprend toujours, c'est ça aussi qui est... Et puis après, bon, il y a l'après, mais bon, si c'est comme l'avant, on s'en souvient pas. T'as réussi à ne pas tomber dans des excès? Moi, j'ai jamais été là-dedans, ça m'a jamais intéressé, mais... En plus, je déteste l'ivresse, moi. L'ivresse? L'ivresse, pour moi, c'est tout ce que je déteste. Pour moi, c'est Alzheimer, quoi. C'est le côté, tu te rappelles pas, les mecs, tu te rappelles pas, on a déconné. Tu dansais à poil sur la table, tu te souviens pas. Non, c'est un truc, moi, j'aime bien boire gastronomiquement, j'aime bien le bon vin, mais j'ai jamais aimé ça. J'ai jamais la perte de contrôle. Je trouve que ce que j'aime, moi, dans mon métier, c'est justement la mettre en scène de ma vie, enfin, de bien contrôler, de tout réaliser, d'être de tenir les commandes, taquet, oui, et de profiter à fond dans le, comment on dit maintenant, la pleine conscience. Et est-ce qu'il y a un moment donné dans ta vie où tu t'es dit que tu étais vraiment très connu maintenant? Est-ce que quel moment est-ce que c'est arrivé que quelqu'un te reconnaisse en vacances, loin, dans un spa, avec ta femme? Est-ce que tu t'es fait reconnaître? Tu t'es dit, ça y est, vraiment là, il faut que j'adapte un peu ma... Ça a été progressif, hein. C'est-à-dire qu'au départ, les gens disaient « Ah, on se connaît », non. Mais si, on se connaît, vous étiez au Club Med, nous, on a pris l'avion ensemble. Non, non. Et puis après, c'est « Ah, le Splendide ». Après, c'est « Ah, Michel Blanc ». Non, c'est Gérard Jugnot. Et puis après, maintenant, les gens me connaissent bien. Mais parfois, ils savent pas quel est mon nom. Mais c'est vrai que je suis un peu repéré, même très repéré. Ça s'est fait quand même assez progressivement. Pour terminer, tu es en couple aujourd'hui avec Patricia, c'est ça? Oui. Ta femme, que tu as rencontrée sur un tournage d'ailleurs. Oui, mais elle était pas tout le temps. Elle est passée avec un ami qui était venu me voir. C'était il y a 12 ans. Et c'était étonnant parce que au départ, j'ai pas du tout flashé. Et puis finalement, je me suis aperçu que c'était la femme de ma vie. Comment? En décalé? Quand je l'ai invitée à dîner, c'est à Marseille, parce qu'elle est marseillaise, et près d'une calanque, il y avait un panneau, juste derrière, il y avait des calanques comme ça, elle s'installe, et derrière un panneau, « Danger, ne pas s'approcher ». Et je me suis dit, tiens, il y a un signe. Et je me suis quand même approché. Et ça fait 12 ans aujourd'hui? Ouais. Et c'est toujours la femme de ta vie? Ouais. C'est ton GPS? Oui, moi, elle se fout de ma gueule, parce que moi, j'étais scout, et je lui ai toujours dit, moi, j'ai un sens de l'orientation, et elle l'a jamais vérifié, ça. Donc, je crois que tu te mets devant. Oui. C'est toi qui choisis où tu vas, et elle hurle à droite, à oui, gauche, c'est ton GPS à l'arrière tout le temps. Oui, c'est elle qui elle a la meilleure, enfin bon, elle maîtrise plus les outils technologiques que moi, disons. Je vais terminer avec un sujet. Tu as découvert, après le décès de ton papa, qui gardait des photos des articles de toi. Il te l'avait jamais dit, qui regardait vraiment ce que tu faisais, qui découpait, etc. Oui, je savais enfin, lui, il doutait beaucoup. Hein. Même quand ça marchait pour toi? Oui, mais enfin, il doutait que j'y arrive, et après, il pensait que ça allait peut-être pas durer. Donc c'était le côté méfie-toi, t'emballe pas, tout ça. Et au fur et à mesure, en fait, il a commencé à s'apercevoir que peut-être je réussissais, après Meilleur Espoir féminin, où j'étais invité chez Drucker pour la première fois sur le grand divan rouge, et là, il était sur le cul que Drucker me tutoie, que je le tutoie. Enfin, d'un seul coup, là, ça a été... C'était institutionnel. Ah oui, là, c'est statutaire. Coup, il va chez Drucker, donc... mais... et puis, c'est sûr que... Moi, j'ai toujours fait des films, d'ailleurs, que j'espère être perçu par les différents publics. J'aime bien, moi... j'essaye de faire des films d'auteur public, grand public. Parce que ça m'énerve, le côté film d'auteur, films commerciaux. Non, tout le monde fait des films d'auteur. Enfin, il y a beaucoup de gens qui font des films d'auteur. Après, t'es un bon auteur, un grand auteur. Mais enfin, quoi. À partir du moment où tu mets un film d'eux, c'est que t'es un auteur. Mais moi, je veux vraiment que le maximum de gens l'aiment et le comprennent à différents stades, parce qu'on peut comprendre, comme les films de Disney qui sont géniaux, parce que les mômes adorent, et puis les adultes aussi, parce qu'ils y prennent. C'était la grande force de... Il n'y a pas de réseau où les mômes s'amusaient, et les adultes avaient aussi à manger.
Et donc, c'est le principe des Disney, ça. oui, absolument. Tu regardes un Disney, tu as des doubles lectures, et donc les parents comprennent des petites vannes pour adultes. Ouais, et tout les enfants, c'est la force du film de Fifi, Marsu. Marsupilami, qui est très très drôle pour les parents et les enfants. Ouais. Absolument, tout le monde y trouve son. Et moi, j'essaye, je crois que à Vespierre, je le vois, il y a des mômes qui l'ont vu aussi, qui rigolent. Qui rigolent et qui aiment autre chose, même si c'est plus pour leurs parents. Et donc, c'est, je crois, le fait d'avoir des parents pas du tout inscrits dans la culture, ou enfin des gens simples, même si ils connaissent quand même beaucoup de choses, mais de pouvoir être perçu, moi j'aurais pas pu faire un cinéma élitiste, parce que je ne pouvais pas concevoir que mes parents ne comprennent pas ou n'aiment pas, ou soit... Enfin, ils n'ont pas aimé tous les films que j'ai faits, mais en tout cas, ils pouvaient être perçus à certains niveaux. D'ailleurs, je pense que dans la cinémathèque les films qui restent, ce sont des films qui sont perçus par tous les publics. Par tout le monde. Les grands chefs-d'œuvre, c'est les films de Costa-Gavras, les films de Sautet, les films de Chaplin, les films... Et même les comédies, La Grande Vadrouille, c'est compris par tout le monde. Ouais. Et les gens aiment ça, toi, quand il y a des... Et donc, c'est important pour moi, je trouve, d'être perçu et d'avoir... Mais c'est pas pour ça qu'il faut renoncer à dire des choses. La grande force de ce film que j'aime beaucoup, Monsieur Batignolles, que je crois était assez réussi, c'était comme c'était un enfant qu'on s'adressait dans le film, ça permettait aussi d'avoir un discours assez simple, mais percutant et qui permettait d'ouvrir les yeux, quoi, sur cette période. Et je crois que le cinéma, la grande force du cinéma, c'est d'avoir cette universalité de public pour pouvoir... Et les grands chefs-d'œuvre, les Hitchcock, enfin, il y en a plein, quoi. C'est des films qui parlent à tout le monde. Alors après, à différents stades, mais c'est j'essaye, moi, d'être le plus large possible. Le 3 octobre 2024, tu vas apprendre que Michel Blanc est décédé. Comment est-ce que toi, tu vas apprendre ça ? Comment est-ce que ça se passe quand on a un groupe comme ça qui se connaît? C'est quelque chose d'assez terrible, ça, parce que j'étais avec mon producteur Marc-Étienne Schwartz qui présentait À bicyclette, qui est un film assez douloureux aussi sur le... Et donc, il y avait une projection le soir à Nice, et Vasco m'appelle, Josiane me dit, voilà, Michel a eu une crise cardiaque. Je dis, oh merde. Et on était dans le début de l'après-midi, et là j'appelle un ami urgentiste qui s'en occupait un peu. Il me dit, oui, ça y est, on l'a réanimé. Et puis après, il me dit, non, là, c'est... Et puis, au fur et à mesure des journées, il dit, ça va, non, ça... Et puis, moi, il me dit, c'est parti. Il est reparti, le cœur est reparti. Et 10 minutes après, il m'envoie un tweet, non, ça se présente mal, tu vois. Et donc, je vais voir le film, qui est un film assez dur, À bicyclette, un très beau film, mais sur le deuil. Et à la sortie, il me dit, voilà, le cœur est reparti, mais en gros, il me dit, le cerveau est mort, quoi. Et donc, le matin, on confirme que... Je pense qu'il a dû avoir encore une autre crise cardiaque, puis comme il s'était arrêté je crois, enfin, c'était très compliqué. Il avait eu un choc anaphylactique à cause d'un antibiotique. Et là, ça a été vraiment tellement soudain, tellement absurde, tellement... Pas prévu, quoi. Pas prévu, oui. Enfin, bon, la mort, elle s'est jamais prévu. Enfin, si, c'est prévu, mais enfin... ça n'aurait pas dû. Donc, on s'est retrouvés tous, là, au cimetière. On a essayé de rigoler, mais bon, c'était... Compliqué. On a rigolé quand même un peu. On a quand même réussi. On avait fait une couronne à la con avec des amis de la... Je me souviens plus, un truc qu'avaient inventé Thierry et Michel, une société à la con. Et on avait quand même eu un peu de rire, mais c'est vrai que c'était assez difficile. Et c'est ce que... J'ai peut-être dit là que l'histoire du Splendide sur le poste, j'ai déjà dit ça? Non. C'est Michel qui a eu ça dans le bouquin qu'on a écrit. Il a trouvé cette vraie belle phrase. Le Splendide, c'est comme des pièces d'un puzzle. Aucune ne se ressemble, mais elles s'emboîtent parfaitement. Et là, il manque une pièce. Alors, je me plais à dire que dans un puzzle, il y a toujours le ciel où il n'y a que des bleus. C'est très, très difficile pour les puzzles. Donc, c'est dans un coin, là, dans le ciel bleu. Pour terminer, qu'est-ce que tu as admiré chez lui? Qu'est-ce que je l'ai connu en quatrième. Donc, non, j'admirais son
son sens du dialogue, il avait un sens de... C'était hallucinant. Ça fusait, quoi. Et en même temps, il était très hypochondriaque, un peu chiant, parce qu'il fallait toujours il y avait toujours un peu de travers, toujours un truc qui allait pas. Il est toujours en train de râler. C'était quelqu'un assez compliqué. Je me souviens, j'ai fait mon anniversaire il y a longtemps. Moi, je fumais pas, mais tout le monde fumait. Il disait, si les gens fument, je viens pas. Et puis il venait, et puis il restait jusqu'à 4h du matin, et tout juste, il fumait pas lui aussi. Donc, tout était comme ça. Mais il y avait une histoire que j'ai déjà racontée qu'il définissait vraiment bien. Il allait voir beaucoup les médecins. Et il avait été voir un médecin très, très chic, très branché. Le mec, il avait un écorché. Et tu lui parlais. Et voilà, j'ai un truc ici, ça me tiendrait. Le mec faisait un affaire. Puis là, ici, comme ça, j'ai une barre. Un truc. Et puis ici, là, ça. Puis parfois, ça descend dans la jambe. Et puis, le téléphone sonne, je crois. Le type s'éloigne. Enfin, il sort de la pièce, le médecin. Et Michel se penche dessus et il voit le mec avait fait 12 cercles autour de la tête. Et je trouve que ça le définissait parfaitement. C'est quelqu'un qui avait bobo à la tête parfois, qui était très angoissé, très anxieux. C'est pour finir sur une anecdote drôle, si tu veux bien, j'ai vu le Marsupilami, tu joues le directeur de croisière dedans, et Philippe racontait, là, j'ai vu qu'il racontait que tu avais cartonné un bateau, je crois, il avait peur de monter avec toi sur un bateau. Non, c'est quoi cette histoire? J'ai un petit bateau dans le sud, et ils étaient venus, ils passaient quand ils étaient en vacances, et je les emmenais, et il y a un problème sur les bateaux, dans les petits ports, c'est l'air. L'air? E2RE. C'est le courant. Ce qui fait que quand tu arrives pour te garer, ouais. La chance, c'est que quand il y a deux bateaux, comme ça, tu fais ça, et paf, 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 paf. Ouais, tu tapes un peu dedans. Voilà. Ouais. Et là, j'ai fait un petit peu plus que... J'ai fait un peu... Parce qu'ils étaient là, j'étais impressionné, donc je voulais leur montrer. Je voulais leur montrer que... Et donc, à chaque fois que maintenant, il y a une vidéo où il y a un bateau qui explose tout. Il m'envoie, ou je lui envoie. Enfin, c'est devenu une espèce de private joke. Et ben, en tout cas, merci d'être venu pour Mauvaise Pioche. Du coup, vous pouvez aller le voir, le film. Je vous mettrai les liens si vous voulez aller le voir. Après, quand il sera en VOD, si vous voyez cette vidéo un petit peu décalée, il y aura le lien directement dans la description de la vidéo. Ça a été des années de travail. Un film, c'est 2-3 ans, là. T'arrives, non? Ouais, pour l'écriture, c'est long, mais après, c'est un gros 9 mois, quoi. Un gros 9 mois? Ouais, comme un bébé. Mais là où je suis content, c'est que j'ai vraiment réussi à réunir beaucoup d'amis, un peu comme ça me rappelle ma jeunesse quand on organise un goûter et t'as des copains qui viennent jouer avec toi. Et ça, ça sent vraiment ça. Un grand privilège, ouais, c'est des super acteurs. On le sent au générique de fin. Ouais, il y a vraiment on s'est régalé. Et d'ailleurs, ce qui me touche, c'est quand les gens voient le film, ils disent, il y a souvent ce mot, on s'est régalé. Et ça, je veux dire que c'est la plus belle satisfaction, c'est le plus beau César, ça. Ouais, c'est vraiment une comédie, si vous voulez aller voir, donc avec les enfants, avec les parents, vous pouvez y aller vraiment en famille, il n'y a pas de problème. Même avec des enfants, à partir de quel âge chaque fois, 10 ans, il ne faut pas être trop jeune, mais bon, il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de choquant. C'est juste que tu comprends moins les choses, quoi. Oui, surtout une petite scène à la fin en prison. On peut pas spoiler parce que c'est la chute du film, mais en tout cas c'est très surprenant à la fin. Vous pouvez aller voir, donc c'est l'affaire donc d'un monsieur qui a été arrêté à la place de Xavier Dupont de Ligonnès alors qu'il ressemblait pas vraiment. Ça s'est passé en 2019. Si vous voulez aller voir directement le film. Mais oui, parce qu'il y a eu 1500 signalements et c'est sur lui que c'est tombé. On l'a vu partout. Tout le monde l'a cherché partout et on continue. On continue de le chercher. On continue. Là, il y a encore un qui dit et si ça se trouve, il n'est pas loin. Merci beaucoup, Gérard, d'être venu. C'était un plaisir de te rencontrer. Merci. Je vous mettrai tous les liens, si vous voulez. Et ton Instagram, c'est le réseau sur lequel tu es le plus? C'est le seul, oui. D'accord. Bon, je mettrai les liens si vous voulez aller suivre directement Gérard sur il faut monter mes followers. Sur Instagram, je mettrai le lien, voilà. Merci Gérard Jugnot Off. Gérard Jugnot Off. Merci en tout cas de faire de Légende le premier podcast de France, d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast et d'être environ 150 000, 200 000 à vous abonner chaque mois en plus sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé la vidéo et l'émission avec moi. Je vous embrasse fort. On se retrouve très vite sur Légende. Ciao tout le monde.